Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre-Yves Rougeron qui était l'invité d'Alexis Poulain dans Le Monde Moderne et qui va nous décrire un scénario sombre pour 2027 après l'élection présidentielle. Écoutez bien, car ce qu'il prédit et ce qu'il pense, ce qui peut nous arriver surtout en 2027 est totalement crédible. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas également à soutenir mon travail, ça se passe sur Tipeee, sur Patreon, vous avez tous les liens en description sous la vidéo comme d'habitude. On l'écoute, on en parle juste après. Et là, il n'y aurait pas le réceptacle MAGA comme il y a pu avoir aux États-Unis, c'est-à-dire une solution politique pour dire venez là les petits, calmez-vous. Il n'y a pas d'hypothèse centriste puisque ces gens-là ne font pas la révolution. Non, mais globalement, il y a plusieurs scénarios plutôt sombres. Alors, post-2027. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, il y a deux scénarios auxquels je crois. Je crois que s'il y a une trahison du populisme des populations, populisme, qu'est-ce que c'est ? C'est quand un peuple reprend confiance en lui-même, en son pouvoir politique. Je veux dire, le populisme, ça a été étudié par des gens intelligents. À un moment, il faut lire les gens intelligents. Tu vois, le problème, c'est que tu as énormément d'illettrés qui donnent leur avis sur ces questions-là. Donc, Mélenchon, lui, sa stratégie, qui est payante pour l'instant, il la prend chez des penseurs populistes latino-américains, Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, pour ne pas les nommer, et il sait exactement quoi en faire. Moi, j'ai été formé par Alexandre Dorna, qui a débuté les études sur le populisme en France au début des années 90. Je peux assurer que j'ai une autre vision du phénomène que le journaliste de base à Libé. Mais si tu trahis l'aspiration, parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est le populisme ? C'est le stade avant la révolte, c'est-à-dire c'est le moment où il y a un appel à la verticalité. Ce n'est pas ça peut aboutir à un changement élitaire, mais c'est le fait de dire à des élites, faites votre boulot d'élite. Faites votre job. Or, c'est le dernier appel de phare avant que ça se passe mal. Et historiquement, il n'y a pas de contre-exemple, que les élites se raidissent, tapent comme des sourds jusqu'au moment où elles tapent une fois, deux fois, trois fois, ça se passe très bien. À la quatrième fois, problème. Tu comprends ce qui se passe ? Ouais. Et bien là, c'est ça qui nous arrive. C'est-à-dire que nous sommes au moment où le peuple compte les coups et où à un moment, il arrêtera de les compter. Et ça ne peut pas se prévoir. Ce que je crains, c'est que particulièrement s'il y a une trahison d'un parti estampillé populiste par les populations, ce qui est le cas du Rassemblement national, tu es ce que j'appellerais l'électorat cachalot, ce que j'ai appelé plusieurs fois l'électeur cachalot. C'est-à-dire que quand un cachalot plonge, on ne sait ni où, ni quand, qui peut rester plusieurs semaines en plongée, il reviendra. Et ça peut mener à des abstentions de longue durée, à des retraits civiques de très longue durée, qui feront mécaniquement monter la tension et monter la violence. Tu comprends ? Ouais. Ça, c'est la responsabilité du Rassemblement national. C'est de ne pas briser psychologiquement une partie de la population. Après, ce serait plus facile s'il y avait un réceptacle électoral, car sinon, ce que je crains, c'est une multiplicité de soulèvements, pour parler comme Michel Maffesoli, qui aboutissent à la démoralisation des populations qui peut durer, prends les Grecs, qui peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, le pays sera sorti de l'histoire définitivement. Ouais. Mais on voit qu'il y a quand même deux mouvements qui préparent cette démoralisation populiste. Un, le surcontrôle des populations, la surveillance. Bien sûr. Avec la mise en place, là on a attaqué les VPN en disant que c'est pour le bien des enfants, comme d'habitude. Et deux, des élites qui sont formées maintenant pour trahir et qui le font en responsabilité. Je prends l'exemple tout récent en Grande-Bretagne. Keir Starmer, le Labour, prend une rouste historique aux élections locales sur les communes. Et une rouste historique. Je rappelle qu'il faut les 4 partis alliés restants pour faire la moitié du score de Farage. De réforme de Farage. Et que fait Keir Starmer ? Il explique qu'en responsabilité, il s'est peut-être trompé, il a entendu le message et que maintenant il va faire mieux, mais qu'il veut surtout pas partir parce que ce serait le chaos. Mais c'est un coup d'État. Et ces mecs-là, un Macron peut faire exactement la même chose. C'est pas des coups d'État, Alexis. C'est pas des coups d'État, parce que pour qu'il y ait des coups d'État, il n'y a plus d'État. Oui, alors c'est le... Non, lui, c'est la trilatérale. Non, mais c'est très simple. Si tu veux, là, on est dans des scénarios de vacances du pouvoir typiques de la guerre froide, c'est-à-dire que comme tu tiens en xénocratie, tu tiens toujours
En xénocratie, si tu veux, toi tu réagis comme ce que tu es, c'est-à-dire tu réagis comme un démocrate. C'est-à-dire tu es quali- donc c'est-à-dire et la démocratie n'existe que dans un seul type de structure qui est l'État-nation moderne. Oui. D'accord ? Il n'y en a jamais eu ailleurs et il n'y en aura jamais ailleurs, sauf des démocraties censitaires dans des cités-États. Point barre. Eux, comme tout système de xénocratie, ce n'est pas que ce sont des systèmes qui ignorent la légitimité. Ils ignorent la légitimité politique. Ils tiennent leur légitimité d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils tiennent une légitimité horizontale par les pairs. C'est-à-dire que ma classe sociale pense que, donc je t'emmerde. Et ils tiennent leur légitimité par en haut, c'est-à-dire par un réseau de relations, disons, qu'on appellera international. L'historien Kees van der Pijl a écrit l'histoire de ces mouvements avec son histoire de la classe euro-américaine, donc grand professeur de sciences politiques aux Pays-Bas, donc un intellectuel remarquable. Et si tu veux, en réalité, c'est un mouvement, là nous y sommes de retour à plein, tu as les reliquats de la guerre froide qui ne veulent pas mourir, qui se sont constitués à pleine vitesse en France. Parce qu'ils s'étaient constitués à partir de 1945, comme tout le monde, comme dans tous les pays, ça s'est documenté universitairement, les réseaux Gladio, Stevie Hein, tout le monde le sait. Le problème, c'est qu'en France, ils ont pris une rouste. Ils ont pris une rouste en 58. Bon. Et ils ont été annihilés. Ils sont revenus en rampant en 74. Et donc, ils ont dû rattraper le peloton. Tu as certains pays, personne ne se rappelle du pauvre Padmeux, mais lui, pour le coup, maintenant, tu peux le dire, tu peux même le dire sur Arte, lui, il a été... il n'a pas doté son pays de l'arme atomique. Donc, résultat, il a eu un accident d'avion. Tu vois, à un moment, tu sais, il y a des trucs que tu as le droit de dire selon la potentialité de ton armement. Tu vois, c'est la différence Kim Il-sung, Kadhafi. Donc, moralité, il y en a un qui est vivant et l'autre qui est mort. Donc, si tu veux, nous sommes de retour à l'ère de la guerre froide, parce que les otaniens et les européistes pensent qu'ils sont les derniers tenants de l'ordre international libéral, ce faisant qu'ils sont autorisés à faire des coups d'État parce que tout simplement ils le font au nom du bien et c'est eux qui définissent ce qu'est le bien, donc si tu veux c'est le couteau sans lame dont il manque le manche, et donc ils le font en responsabilité. Donc résultat, tu as affaire non pas à un coup d'État au sens historique du terme, parce que le coup d'État c'est le dernier mot du politique. Donc c'est un anti-coup d'État, c'est-à-dire, ou plutôt c'est un coup d'anti-État. C'est-à-dire, il faut débrancher l'État en ne laissant que le squelette administratif parce qu'on le pilotera de plus loin. C'est tout. Ça, d'ailleurs, ça porte un nom en droit européen, ça s'appelle la gouvernance. Ouais. La gouvernance, c'est l'antithèse du gouvernement, c'est-à-dire, je pense qu'il y a un truc à faire, je vais interroger mes potes comme un panel représentatif qui vont me dire parce qu'il y a un truc à faire. Hein, ça tombe bien parce que c'est moi qui définis ce qu'est un panel et s'il est représentatif ou pas. Et à partir de ce panel représentatif, je vais prendre des décisions non contraignantes d'abord, contraignantes ensuite, qui, coup de bol, m'ont été passées par des copains qui font ce qu'on appelle de la soft law. McKinsey, BlackRock, tout ça c'est de la soft law. Là, pour le coup, il faut bien comprendre comment ils nous gèrent. Parce qu'ils ne font pas de politique. Ils font de la pastorale. Ils font de l'élevage, de la réglementation de zoos humains. Donc, ils entendent vaguement le cri de la bête, et il est tout à fait normal, en période de crise politique aggravée, que la question des enfants soit omniprésente. Tout simplement parce que, pour les gens encore sains, un enfant, c'est l'avenir de la société, point. Donc, si tu veux, entre sa vie et la nôtre, sa vie est supérieure en prix à la nôtre. J'ai des enfants, toi aussi, toute père de famille pense ça. Bon, normalement constitué. Donc c'est tout à fait normal qu'en cas de crise politique aggravée, c'est vous avez détruit le monde dans lequel j'ai vécu, je vous en veux, certes, mais vous empuantissez celui où vivront mes gosses. Et là, je vous hais. Et là on change de braquet dans l'affrontement. On n'est plus dans l'affrontement en politique, on est dans l'affrontement anthropologique. Un affrontement anthropologique, c'est un affrontement à mort. À mon sens, Pierre-Yves a totalement raison sur les scénarios d'après 2027. À mon sens, il faut déjà que nous projetons après 2027. Nos candidats, nos partis, en tout cas les vôtres, ne gagneront pas en 2027, hormis bien sûr une circonstance
exceptionnel. Et c'est vrai que vu l'état du monde, tout est possible. 2027, c'est loin, mais en même temps, c'est demain. Donc il nous faut déjà nous projeter pour l'après. Oui, le RN a des grandes chances de gagner. Et oui, le RN a une responsabilité, pas de sauver le pays. Ils n'en ont pas les moyens et ni même la volonté. Effectivement, leur seule responsabilité, c'est d'éviter de faire plonger avec eux le camp national. C'est-à-dire d'avoir une sorte de scénario à la grecque avec une population qui, voyant que même, pour eux en tout cas, le seul parti patriote, n'arrive rien à faire, se dire que c'est totalement perdu et quitter d'un point de vue définitif la scène politique française pendant 10, 15 ans, 20 ans, comme il le dit très bien. Et je suis d'accord avec lui, si les Français font ça, j'ai bien peur que dans 20 ans, la France n'existera plus. Car la France n'a pas 20 ans devant elle. C'est-à-dire qu'on doit être patient, mais en même temps, nous jouons une course contre la montre pour sauver le pays. Par contre, il y a une chose qui est positive, c'est vrai qu'il y a plein de signes qui montrent que beaucoup de Français, beaucoup plus qu'on pourrait le penser, ont compris que le système ne fonctionne pas, que l'État ne les protégera pas. Donc, peu à peu, en fait, dans leur intimité, se préparent de différentes raisons et sortent du système classique. Ça, c'est une très bonne chose. À mon sens, ce qu'il faut éviter, c'est les différentes révoltes qui ne servent à rien et qui épuisent moralement. On l'a vu dernièrement, il y a eu quelques révoltes qui n'ont pas donné grand-chose parce que ces révoltes-là n'étaient pas là pour renverser la table, mais surtout pour garantir la rente à certaines personnes qui sont généralement des responsables syndicales, je pense notamment aux paysans, qui ont bien joué avec nous, qui ont bien joué avec une partie de la population qui a cru et qui n'ont pas fait grand-chose. Mais je pense, oui, comme Pierre-Yves, qu'il y aura un jour un affrontement, j'en ai souvent parlé. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quand. C'est impossible à prédire quand la patience de la population va céder. C'est un roseau. Vous voyez, une petite brindille. Et pour l'instant, il y a du poids dessus, mais la population tient. Et un jour, effectivement, ça va craquer et ça se passera mal. L'autre problème, et Alexis Poulain pointe ce problème, c'est qu'il n'y a pas de réceptacle politique. Effectivement, dans d'autres pays, ils avaient un réceptacle qui a pu éviter, bien sûr, la colère populaire et ça les a conduits vers un chemin politique. Il prend l'exemple de Trump. Trump, c'est ça. Les MAGA, c'est exactement ça. Sinon, on aurait sûrement vu le commencement d'une guerre civile, d'une deuxième guerre civile aux États-Unis, et le pays n'est pas encore sauvé. En France, on pourrait également avoir ce cas-là. Déjà, la guerre civile, il y a déjà. Quand vous avez un peuple qui fait la guerre au peuple autochtone, ça s'appelle une guerre civile. Là encore, les Français, même s'ils ne disent rien, ne sont pas forcément dupes. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente que je vous avais sortie ces derniers jours, mais les stands de tir en France, vous savez, ce qui vous permet d'avoir une licence pour acheter une arme, sont tous pleins. Vraiment, essayez d'appeler les stands de tir près de chez vous. Vous avez au minimum 1 à 2 ans, voire 3 ans d'attente pour pouvoir vous inscrire à un stand de tir et obtenir une licence afin d'obtenir, avec l'aval de la préfecture de votre coin, une arme. Pareil pour le permis de chasse. Pourtant, il manque terriblement de chasseurs. Donc pourquoi les Français passent autant leur permis de chasse? Je vous laisse deviner pourquoi. Donc au final, si on prend les chiffres, les différents chiffres, on se rend compte que même si les Français ne disent rien, ne se révoltent pas, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas compris des choses. Mais là encore, je me répète, il n'y a pas de réceptacle politique. Vers quoi nous allons diriger les Français après leur colère? Car évidemment, leur colère est toute légitime, mais si elle n'est pas dirigée politiquement, eh bien cette colère va s'évaporer et ça finira malheureusement en cul de boudin. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.